remercier aussi l'AFPA, avec qui j'ai des liens professionnels importants, puisque mon équipe est impliquée dans un travail dans cette institution, dans un centre de formation de l'AFPA à Champs-sur-Marne, où nous faisons une intervention, d'ailleurs, en lien avec la direction de l'AFPA et les organisations syndicales. Donc c'est une institution qui m'est chère aussi pour ça, parce que c'est une grande institution française dont la survie s'est trouvée posée et qui aujourd'hui est dans un travail gigantesque pour finalement assurer sa pérennité dont nous avons tous besoin pour des raisons sur lesquelles je ne peux pas insister ici. Voilà. Mais je ne suis pas venu pour parler simplement de l'AFPA et d'éducation permanente. Une fois ces remerciements faits, je voudrais essayer de traiter la question que j'avais un peu imprudemment intitulée dans le titre qu'on m'a demandé, Travail, la liberté est formatrice. Vous voyez, quand on pose le problème comme ça, on se contraint à sauter très haut, et j'espère que je retomberai sur mes pieds. Alors, je commencerai par un petit commentaire sur le travail de préparation qu'a fait Paul Santelman, puisqu'il nous a envoyé, et j'avais déjà vu, mais j'ai trouvé que c'était une bonne initiative, il nous a envoyé la dernière publication de la DARES, qui nous permet de constater un mouvement récent, qui est le suivant. Après une phase de baisse de l'intensification du travail, je précise d'ailleurs que n'étant pas un spécialiste de la formation, vous allez le voir, je reste très très centré sur les questions du travail, comment on peut les poser aujourd'hui. Et au passage, je ferai quelques incrustations sur les questions de la formation. Et donc cette enquête de la DARES, qui sont des enquêtes régulières, la dernière enquête marque un changement, un infléchissement dans un mouvement qu'on se demandait d'ailleurs, dont on se demandait s'il serait durable, puisqu'on avait connu une baisse de l'intensification du travail. Les derniers travaux de la DARES insistent au contraire, sans entrer dans le détail, mais je vous y renvoie, sur le fait que l'intensification du travail a repris son cours, qui n'est pas négligeable lorsque on aborde les questions de formation. Je vous invite vraiment à regarder cette enquête. Mais ce n'est pas tellement sur l'enquête que je veux m'appesantir, mais plutôt dire que peut-être on a intérêt à cultiver un paradoxe qui est très important pour les questions de formation, je pense. C'est qu'au fond, bien sûr, le travail est trop intense. Si on entend par intensité la multiplication dans un temps donné des opérations de travail, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement la charge. C'est clair que de ce point de vue-là, l'intensité du travail qui n'avait jamais cessé, mais qui avait ralenti sa courbe, on va dire, c'est clair que l'intensification du travail monte. Mais je voudrais cultiver un paradoxe et dire que, de mon point de vue, le travail n'est pas assez intense. C'est-à-dire attirer l'attention sur le fait qu'il y a sans doute deux intensifications, deux intensités. C'est beaucoup mieux. L'intensification du travail, c'est-à-dire la multiplication des charges dans le même temps. Mais on peut dire que le travail n'est pas assez intense si on prend intense au sens populaire du terme. Il m'arrive moi-même de me souhaiter un travail plus intense, et d'ailleurs je le fais à tout le monde. Si intense veut dire auquel on peut penser, sur lequel on peut réfléchir, qu'on peut changer, qu'on peut discuter. Intense au sens du sens du travail. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le travail en France, mais pas seulement en France, mais en France aussi, le travail n'est pas assez intense. On pourrait même dire que l'intensification du travail, au sens où l'entend la DARES, est une machine à refouler le travail intense. Si on entend par intense le travail libre, c'est-à-dire délibéré, c'est-à-dire discutable, c'est-à-dire transformable. Donc je vais plaider, paradoxalement, vous m'en excuserez, mais ça se discute bien sûr, pour le développement de l'intensité du travail, contre l'intensification. C'est une manière paradoxale de poser le problème, mais
on peut considérer, c'est en tout cas de ce point de départ que je démarre, que le travail n'est pas assez intense, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur des capacités des salariés et pas à la hauteur des possibilités qu'ils ont de mettre à l'épreuve ces capacités. On peut considérer, je crois que c'est déjà une vieille histoire, hein, mais on peut considérer que, au fond, les hommes et les femmes sont plus grands que la tâche, plus grands que les tâches qu'on leur confie, et qu'au fond, les activités empêchées dans lesquelles ils sont pris, les activités refoulées, ces activités souvent qui gardent sur l'estomac, ces activités font d'eux des femmes et des hommes plus grands que les tâches qui leur sont confiées. Alors vous voyez que si vous posez le problème comme ça, c'est-à-dire l'analyse d'une situation dans laquelle les opérateurs ou les opératrices, comme on dit, mais ça monte très haut dans les hiérarchies, sont finalement à l'étroit dans les tâches qui leur sont confiées, les problèmes de formation se posent assez différemment que si vous considérez qu'au fond les femmes et les hommes sont trop petits pour le travail qui leur est confié, ou plutôt qui ne leur est pas confié. Cette question-là est une question très importante pour les psychologues du travail, sur laquelle je ne vais pas m'appesantir, mais juste faire une remarque sur ce qui, dans notre métier à nous, fait problème. Dans l'ensemble, la pensée dominante en psychologie considère que le stress, c'est au fond la mesure de la situation suivante. Hein, c'est d'ailleurs sa définition officielle, empruntée d'abord à la littérature académique et puis qui s'est installée dans le débat social jusqu'à faire le contenu d'un accord interprofessionnel, de l'ANI, en 2008. L'idée, c'est la suivante. C'est la conceptualisation dominante du stress. Il y a stress lorsque les salariés n'ont plus les ressources pour faire face aux exigences de l'organisation. Sur cette définition du stress, l'accord général s'est fait entre les employeurs et les syndicats de salariés, tous confondus. J'ai toujours considéré que c'était une faute inexcusable, si je peux reprendre ce vocabulaire. Pourquoi? Parce que sans infirmer cette approche-là, on peut au moins l'inverser. On pourrait dire et on pourra dire, en tout cas je dirais, qu'il y a stress lorsque les organisations n'ont plus les ressources pour répondre aux exigences des salariés qui continuent à penser qu'ils sont au travail pour faire un travail de qualité. Vous voyez que si vous posez le problème à l'envers, comme ça, vous voyez que c'est du côté de la défaillance des ressources des organisations que vous devez trouver les sources de l'inefficacité au travail et d'ailleurs des problèmes de santé au travail. Si vous posez le problème comme ça, les problèmes de santé ne se posent plus de la même manière, les problèmes de formation ne se posent plus de la même manière, et les problèmes de nos disciplines et de nos interventions se posent plus tout à fait de la même manière aussi. Alors mon point de départ, mon deuxième ou troisième point de départ, je vais l'emprunter à un grand sociologue du travail qui a beaucoup compté pour nous tous, pour nos disciplines de l'analyse du travail, c'est Pierre Naville. Et dans son essai sur la qualification, Pierre Naville se posait le problème de, au fond, c'est quoi la qualification? Et il avait cette formule très jolie qui consistait à dire, dans le langage courant, la qualification, c'est le travail bien fait. Je trouve que c'est une bonne idée et vous voyez comment il l'a développé, c'est une citation. Il empruntait d'ailleurs ce court texte que je vais vous lire à Veblen, qui est un autre sociologue, très grand sociologue sur la question de la classe des loisirs. Je vous invite, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, à aller le lire de près. Et voilà ce que Veblen écrivait, que reprend Naville. L'homme possède le goût du travail efficace et déteste les efforts inutiles. Il a le sens des avantages, de la fonctionnalité et de la compétence, ainsi que celui, c'est presque le plus
intéressant, ainsi que celui des inconvénients, de l'absurdité, du gaspillage et de l'incompétence. Et on peut considérer que l'un des problèmes du travail d'aujourd'hui, peut-être l'un de ces drames, c'est justement le gaspillage d'énergie, la dissipation de l'énergie, que les hommes et les femmes dans les situations de travail consacrent à faire souvent marcher les choses malgré tout. Faire marcher les choses malgré tout, avec cette idée finalement assez simple, c'est que c'est absurde de gaspiller ses efforts. C'est absurde de faire un travail ni fait ni à faire. C'est absurde de ne pas se reconnaître dans ce qu'on fait, pas simplement pour sa propre santé, mais c'est aussi absurde du point de vue de l'efficacité du travail et même de la performance. Alors je soutiens l'idée, c'est mon point de départ, que la santé au travail est abîmée non pas par l'efficacité ou par la performance, mais qu'elle est abîmée par le gaspillage de l'efficacité de la performance, le gaspillage des efforts consentis par les femmes et les hommes pour faire marcher malgré tout les organisations. C'est un formidable gaspillage d'initiative, d'intelligence et d'efforts. Les gens ne sont pas hostiles à l'effort, ils sont hostiles, et on les comprend bien, à l'effort qui gaspille l'énergie et qui n'aboutit pas aux résultats escomptés par eux dans lesquels ils peuvent se reconnaître. Alors voilà, c'est mon point de départ. Vous imaginez bien que ça a des effets sur les questions de la formation. Ça a des effets sur les questions de la formation. Pour moi, ce n'est pas l'essentiel, bien que ce soit le problème qui nous réunisse aujourd'hui, mais ça a des effets massifs sur la santé. Et si vous posez le problème comme ça, il ne suffira pas, comme malheureusement c'est le cas dans beaucoup d'approches dominantes, il ne suffira pas de s'intéresser à la qualité de vie au travail ou au bien-être, en considérant qu'il suffirait, par compassion, de traiter les dégâts des situations que je viens de décrire. L'impossibilité de faire son travail de manière correcte est un fléau, et le fléau sans doute des temps modernes. L'impossibilité de se livrer à un travail bien fait pour soi-même, avec les autres et en coopération avec les autres. Il ne suffira pas d'aider les gens à supporter cette situation insupportable. Pas de bien-être, puisque c'est à la mode, sans bien faire. L'idée qu'on pourrait avoir un bien-être dans des situations où le bien faire est piétiné, ce qui est malheureusement souvent le cas, c'est d'une certaine manière d'une grande naïveté sociale. Cette question-là se pose d'autant plus que le travail évolue vers les services. Je voudrais insister sur cette évolution. Bien sûr, ce que je viens de dire vaut pour l'industrie. On pourrait prendre le temps d'entrer dans le détail, mais ça vaut beaucoup pour les services. Dans les situations de service qui prennent dans le monde du travail contemporain beaucoup de place, l'objet du travail se modifie. Dans l'activité de service, l'objet du travail, c'est l'activité d'autrui. Je dis bien l'activité d'autrui. Et quand l'activité d'autrui n'est pas simplement un bien matériel, mais que c'est précisément un sujet, des sujets, la formation d'ailleurs est au centre de tout ça, voire un sujet de mécontentement, alors quand l'objet de l'activité c'est celui-là, d'une certaine manière, les conflits de critères, c'est là-dessus que je voudrais insister, les conflits de critères sur la qualité du travail enflent, se développent. Les problèmes de conscience montent à mesure que le travail de service se développe. J'appelle problème de conscience les dilemmes dans lesquels l'activité professionnelle, dans les services, c'est vrai aussi dans l'industrie. Franchement, même dans l'industrie automobile, on a des problèmes de ce type-là, par exemple. Et pourtant, ce n'est pas un travail de service au sens strict. Mais les dilemmes montent. Les dilemmes entre ce qui est efficace ou pas, ce qui est juste ou pas, et même ce qui est bien ou mal. Pensons à l'enseignement, pensons à la formation, pensons à la santé, pensons à la justice, mais pensons aussi au commerce.
même les activités commerciales dans les entreprises ou l'activité bancaire. Vous voyez bien que ce sont des activités dans lesquelles les conflits de critères, qui sont des conflits de valeurs, qui sont des conflits civiques. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Toutes ces questions-là montent à mesure que le travail de service monte. Les conflits de critères montent par le réel de l'activité, dans le réel de l'activité. Ce point est absolument important parce qu'il a des conséquences immenses sur les problèmes d'organisation du travail. Si les conflits de critères montent dans l'activité réelle, du côté du réel de l'activité, où ces conflits peuvent-ils trouver un destin? Où sont-ils élaborés? Où fait-on quelque chose de ces conflits dans le travail réel à mesure que les services se développent et dont on voit bien que ce sont des conflits qui ne portent pas simplement sur le faire, mais aussi sur l'être, qui sont donc des conflits dont on pourrait dire qu'ils sont profondément politiques. Avec Isabelle Ferreira, je partage complètement l'idée que le travail qui vient, c'est un travail où les dilemmes du civique sont posés et donc les questions politiques du juste et de l'injuste, du vrai et du faux, sont des questions qui sont soulevées dans le travail réel. Alors, ça c'est un problème très important parce que si le travail va dans ce sens-là, s'il est question de ça, et si dans le travail ces questions civiques ne peuvent pas être élaborées, s'il n'y a pas d'institution du conflit de critères sur la qualité du travail, alors d'une certaine manière, voilà des conflits qui peuvent donner ce qu'on peut appeler une expérience avortée du politique à l'intérieur du travail et qui peut développer à l'intérieur du travail beaucoup de rancœur, de ressentiment sur ce qui est juste et injuste, sur ce qui est efficace ou pas, sur ce qui est performant ou pas. Parce que la justice et la performance ne sont pas forcément des choses qui s'opposent. Le travail de service porte, on pourrait dire, exacerbe ces conflits de critères qui sont présents dans tout acte professionnel. Toute activité professionnelle est frappée au coin de ces dilemmes-là. Et l'un des problèmes majeurs du travail contemporain, c'est sans doute que l'organisation, l'entreprise ne dispose pas d'institutions pour affronter ces problèmes collectivement. À charge donc pour chaque professionnel et parfois dans une grande solitude de se mesurer à ces problèmes seul. Devant cette montée des conflits du critère dans le réel du travail, deux voies sont possibles. Et les organisations ne restent pas les deux pieds dans le même sabot face à ces questions-là. La première voie, c'est la voie dominante, c'est celle qui est suivie et qui a des conséquences sur les questions de la formation. La première voie, c'est la voie de la procédure. Il y a conflit de critères dans le réel, eh bien l'organisation doit se donner pour tâche, d'une certaine manière, de pasteuriser le réel par la procédure. On n'est pas obligé d'avoir du mépris pour la procédure, c'est absolument pas mon cas. Mais l'idée étant que ce réel conflictuel, ces conflits de critères peuvent être d'une certaine manière affrontés en ligne droite par une procédure qui affranchit les professionnels d'avoir à se poser des questions sur ces conflits du réel. Et voilà un effet puissant sur les questions de formation. Si, devant ces conflits de critères sur le travail réel, qui posent ces problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, le juste et l'injuste en particulier, le bien et le mal, si face à ces conflits de critères auxquels les professionnels de terrain sont confrontés en première ligne, on considère qu'on peut procéduraliser la gestion de ces questions, alors la formation, par exemple, sera conçue comme une formation adaptative à cette procédure, comme une formation qui affranchira le professionnel de la délibération sur ces conflits de critères. C'est comme si la procédure était conçue comme un moyen d'éteindre le conflit de critères. Ça, c'est la première voie. Considérons franchement qu'elle est dominante.
Mais ce n'est pas la seule voie. L'autre voie, c'est de considérer qu'il y a un autre instrument que la procédure pour se mesurer à la montée de ces conflits de critères. Il y a un autre instrument possible. Il est d'ailleurs pratiqué, parfois à l'initiative des professionnels eux-mêmes et dans certaines organisations, car il ne sert jamais à rien d'être unilatéral. L'autre voie, c'est de considérer que le collectif de travail est un instrument, je dis bien un instrument, pas de confort. Pas l'idée que le collectif de travail, d'une certaine manière, serait un cocon protecteur dans lequel l'unité factice des professionnels entre eux permettrait finalement de sauver sa santé. Non, je parle du collectif de travail comme instrument de travail. Et en un sens, la plus grande critique qu'on puisse faire à certaines organisations, c'est de priver les professionnels de cet instrument de travail collectif. Mais évidemment, il y a une condition à ce que je dis, c'est considérer le collectif autrement que comme on le fait d'habitude. Je n'entends pas ici le collectif comme une unité factice dans laquelle, au fond, on se réunirait pour être d'accord sur tout dans le consensus professionnel. J'entends par collectif la possibilité des professionnels de supporter le conflit sur la qualité du travail. Je vais le dire de manière un peu populaire. Il y a collectif si et seulement si je peux encore dire à mon collègue de travail, ça c'est pas du boulot. C'est ma définition du collectif. Elle, évidemment, elle se discute. Si je ne peux plus dire en situation de travail à mon collègue, pour des raisons qu'il faut chaque fois retrouver, mais qui peuvent tenir aussi au fait que le collectif a cédé sur la qualité du travail, ou a fermé les yeux sur la difficulté et la possibilité de bien faire son travail. Si je ne peux plus dire à mon collègue de travail, ça c'est pas du boulot, et convenez que c'est souvent le cas, je connais d'ailleurs dans mon propre milieu de travail à l'université la difficulté de formuler des questions comme ça. C'est du boulot ou c'est pas du boulot? Si cette question-là ne peut plus être posée, si elle ne peut plus être débattue, si la délibération est impossible sur les critères de qualité du travail, si, autrement dit, il y a un déni du conflit sur les critères de qualité du travail dans un collectif professionnel, alors il n'y a pas de collectif professionnel. Il peut y avoir une équipe, il peut y avoir une collection d'individus. Mais un collectif, c'est en tout cas le point de vue que je soutiens à partir d'un certain nombre d'années d'expérience, il y a collectif si et seulement si la délibération et voire l'affrontement sur les critères de qualité du travail est possible. Alors, il y a une conséquence très importante sur cette affaire-là, sur les questions de formation. Aujourd'hui, on constate massivement que le développement de l'analyse des pratiques, des groupes d'analyse des pratiques, débouche sur ce qu'on peut appeler la bonne pratique. Ce que je suis en train d'évoquer là, c'est cette question-là. La bonne pratique, c'est soit la pratique du référentiel fabriqué à partir de l'analyse des pratiques et qui finalement s'impose comme un standard. Et si on avait le temps, on pourrait comparer beaucoup de situations dans lesquelles on fait déboucher l'analyse de pratique sur la bonne pratique à ce qu'en son temps Taylor appelait le One Best Way. Je pense qu'il y a un lien fort, mais vous voyez à quel point ça mérite d'être discuté entre les stratégies de bonne pratique et le One Best Way taylorien, qui passait d'ailleurs, le One Best Way taylorien, par l'analyse des pratiques. Mon idée est assez simple d'une certaine manière, c'est que l'idée, c'est que la conception de la bonne pratique n'est pas erronée en soi. Mais peut-être qu'il faut regarder la bonne pratique, la seule bonne pratique, c'est peut-être la pratique de la controverse professionnelle sur les critères de qualité du travail. Il y en a une de bonne pratique, c'est que les choses se discutent si on veut définir ce que c'est qu'un travail de qualité dans lequel on peut se reconnaître. C'est qu'elles sont discutables. Et je vais même aller un peu plus loin, c'est l'idée que ce qu'on ne partage pas encore est plus intéressant que ce qu'on partage déjà en matière de qualité du travail. Donc vous voyez, ça fait du dialogue conçu comme une confrontation sur l'objet de la qualité du travail
quelque chose qui est au centre de la formation. Et si vous raisonnez comme ça, la bonne pratique a bien un sens, quoi, mais sûrement pas le sens du standard derrière lequel il faudrait s'aligner en file indienne. Ce que je dis là n'est pas une critique de toute procédure, ni même de tout référentiel, parce qu'en matière de formation, la question du référentiel est extrêmement importante. C'est l'idée que le référentiel doit rester un objet de délibération entre professionnels, que le référentiel doit rester une ressource pour agir et non pas une prescription formelle et abstraite. Nous sommes devant des questions d'une très grande difficulté, bien sûr. Mais il y a des choix stratégiques qui sont à faire. Si les dilemmes du travail sont la source de l'intelligence collective, alors il faut des dispositifs organisationnels qui traitent ces dilemmes du travail. Quatrième point, ces conflits de critères sur la qualité du travail ne peuvent pas rester propriété ou ne peuvent pas être le monopole des collectifs professionnels. Il n'y a pas de raison que la qualité du travail, sa définition, sa conception appartiennent seulement à ceux qui travaillent directement en première ligne. Il n'y a pas de raison. Je trouve personnellement très important de considérer que le conflit de critères doit dépasser la question du collectif professionnel et concerne surtout les rapports entre les collectifs de professionnels et deux catégories d'acteurs. Première catégorie, les directions et les hiérarchies. Il n'y a pas d'analyse du travail qui ne s'appuie sur un profond respect du travail d'encadrement et du travail de direction. Simplement, les critères de qualité du travail des hiérarchies ne peuvent pas, absolument pas, ne peuvent pas correspondre aux critères de qualité du travail des professionnels de première ligne. J'allais presque dire pour les siècles des siècles. C'est une naïveté sociale de considérer qu'il peut y avoir convergence, superposition entre des critères de qualité du travail de ceux qui dirigent l'organisation et de ceux qui font le travail en première ligne. Il y a donc consubstantiellement un conflit de critères dans les organisations. La qualité du travail ne peut pas être définie de façon homogène. Il n'y a pas de consensus possible sur les critères de qualité du travail. Il peut y avoir des compromis, et ils sont nécessaires, mais si on veut éviter la naïveté sociale malheureusement dominante, il faut regarder en face le fait qu'il est normal qu'entre ceux qui sont en première ligne et ceux qui dirigent une organisation, sur la qualité du travail, il y ait des différences de point de vue. Il est normal. Ce conflit de critères-là est normal. Parce qu'il est dans le monde, il n'est pas dans la tête des gens, il est dans le monde. Le drame, c'est que comme c'est un critère de qualité, c'est un conflit qui est dans le monde et qui n'est pas institué dans l'organisation, évidemment, souvent, il s'enquiste dans la tête de chacun. Et ça devient un vrai poison, ce conflit de critères non institués dans les dialogues à l'intérieur de l'organisation. Quand la différence des points de vue sur la qualité du travail n'est plus discutable, alors il y a un vrai danger pour la santé au travail et pour l'efficacité de l'organisation, ce qui est profondément lié. Et puis il y a un deuxième acteur sur lequel je voudrais insister, pour éviter le face-à-face. On pourrait dire endogène entre les salariés de première ligne et puis des hiérarchies d'entreprise à tous les niveaux. Je pense que ce face-à-face est ravageur. Il y a quelque chose de très important dans cette affaire de qualité du travail, c'est que cette question ne peut pas appartenir simplement à ceux qui sont à l'intérieur des organisations et de l'entreprise. Maintenant, nous savons que quand la qualité du travail est malmenée, c'est aussi la qualité des produits qui est malmenée. Je ne veux pas beaucoup insister sur l'ensemble des scandales sanitaires et alimentaires, de ce qui a commencé à envahir nos assiettes, des médicaments que nous prenons, voire des produits industriels que nous utilisons. Je ne vais pas beaucoup insister, mais il faudrait le faire sur l'empreinte écologique du travail mal fait, du travail ni fait ni à faire, les destructions
en matière de santé publique que les questions de qualité du travail à l'intérieur des organisations posent, pas simplement du travail industriel, hein, mais aussi des services. La qualité du travail a des effets pas simplement sur la santé au travail, mais sur la santé publique. Donc on peut considérer, c'est en tout cas la voie que j'essaie de suivre, on peut considérer que les usagers, les consommateurs, nous, qui sommes pas simplement dans la situation de produire des biens et des services, mais qui sommes dans la situation de les consommer, de les utiliser, d'en être des usagers. Nous sommes aussi concernés par la qualité du travail. Donc, dans les conflits de critères, il y a 3 acteurs. Les professionnels de première ligne, les directions et à l'extérieur des organisations, les usagers. Il y a une institution de ce conflit à trouver. Sans l'institution de ce conflit, eh bien, danger pour la santé au travail, danger pour la santé publique et danger pour l'efficacité des organisations. Bien sûr, si on avait le temps, on pourrait insister sur l'aspect très français de cette question-là. La conflictualité qui ne s'exerce pas sur ces objets-là de la qualité du travail bien fait. Cette conflictualité se déporte, se rejoue dans l'empoisonnement de beaucoup de conflits en situation de travail en France. La France est sans doute bloquée de cette conflictualité dérivée qui n'est pas placée au bon endroit sur la question de la qualité du travail. Donc, vous voyez un peu les enjeux, on pourrait dire évidemment organisationnels, les enjeux de qualité des produits et du travail, bien sûr, mais aussi les enjeux politiques d'une question comme celle-là. Je me résume en disant que le déni du conflit sur la qualité du travail qui prévaut aujourd'hui est sans doute l'un des poisons majeurs du fonctionnement des organisations. Le déni du conflit n'est pas sain. Et il ne suffit pas d'avoir des plans d'action en matière de bien-être ou de qualité de vie au travail pour rendre salubres des organisations qui ne sont pas saines. De ce point de vue-là, l'institution du conflit sur la qualité du travail. Il arrive, c'est une remarque au passage, que la vieille idée de droit d'expression des salariés revienne ces temps derniers au devant de la scène, avec des souvenirs qui datent des années 80, dans les moments où, au moment des lois Auroux, on a tenté d'organiser l'expression des salariés. L'échec de ces tentatives doit être interprété. Personnellement, je dirais que on peut comprendre l'échec de ces tentatives parce que justement c'est une conception qui sépare droit d'expression et droit de décision. On ne peut pas demander aux salariés de s'exprimer simplement sur les conditions de leur travail. S'ils font l'expérience que l'expression sur les conditions de travail ne débouche pas sur une transformation des décisions concernant l'organisation du travail et sa qualité. C'est un droit de décision qui, à mon avis, aujourd'hui, est sur la table. Évidemment, ce n'est pas le contraire d'un droit d'expression. Mais la dissociation entre un droit d'expression et un droit de décision, autrement dit, qui pose le problème de l'entrée de ceux qui travaillent directement dans la boucle de décision stratégique de l'entreprise. Ça pose le problème de la gouvernance. On ne peut pas imaginer avancer sur les questions de santé au travail, sur les questions de qualité du travail et même sur les questions de santé publique si ces questions de gouvernance des organisations et des entreprises ne sont pas posées. On peut même penser que l'un des problèmes majeurs de la crise démocratique que nous rencontrons, qui est une crise politique, qui est une crise de régime, chacun le sait, l'une des sources majeures, c'est précisément des organisations du travail dans lequel le rapport entre gouvernants et gouvernés à l'intérieur du travail est un rapport qui n'est pas traité, qui n'est pas institué et qui fait des entreprises des espaces radicalement privés au moment même où les problèmes de travail deviennent de plus en plus civiques et publics. Dès lors qu'il est question du juste et de l'injuste, de la qualité des produits,
des médicaments et de l'alimentation qu'on met sur le marché, voilà des grandes questions publiques. Or, elles sont confinées dans un espace privé dans lequel les salariés sont confrontés à une position subordonnée qui aujourd'hui pose un problème majeur de qualité et même de compétitivité. Donc vous voyez l'ampleur des questions qui sont posées. Je terminerai par ces questions de formation. Vous voyez qu'au passage, j'ai pris position, mais c'est pour discuter, puis c'est un début de journée. Tout ça va être repris. Contre l'idée que la formation pourrait servir, par le fil de l'analyse des pratiques, à définir des bonnes pratiques derrière lesquelles s'aligner en file indienne. J'ai critiqué au passage l'idée que la formation pourrait servir à fabriquer des référentiels qui ensuite deviendraient des procédures indiscutables. Et franchement, en posant le problème comme ça, je sais bien que je soulève des lièvres difficiles à suivre. Je sais que c'est compliqué. Et je ne voudrais pas que mon propos soit entendu du côté d'une sorte de condamnation de ce qui est référentiel, procédure, au nom de l'activité réelle. Je crois que ce n'est pas bien de raisonner comme ça. Mais il faut que la procédure et l'activité réelle se développent, s'enrichissent pour rester une ressource pour l'activité réelle. J'ai au passage aussi discuté ce qui est très en vogue, l'idée qu'on pourrait développer l'efficacité dans les organisations si on a des formations adaptées, strictement adaptées à ce qu'est le marché à un moment donné. Je crois que c'est une voie séduisante dans une période de crise comme celle que nous traversons, mais c'est une voie qui sacrifie l'avenir, parce que ça sacrifie la capacité de construire avec les salariés un pouvoir d'agir et d'initiative sur l'organisation du travail. Et puis je voudrais finir par une autre critique pour discuter formation. L'idée que la formation pourrait être une compensation, un dédommagement, une contrepartie, une voie de sortie du milieu professionnel, par exemple la possibilité de changer de travail quand on ne peut plus changer le travail. La formation, vous voyez, comme dédommagement, sortie, contrepartie, fondée sur l'abandon et le renoncement de la transformation effective des situations de travail, pas simplement par les salariés eux-mêmes, dans les coopérations conflictuelles nécessaires entre salariés, direction et usagers. La coopération conflictuelle, c'est peut-être le mot sur lequel je voudrais finir cette conférence, en insistant sur le fait que pour moi, la conflictualité n'est pas plus importante que la coopération. La vraie coopération, c'est l'institution du conflit. La vraie coopération, c'est le travail sur les dissensus pour fabriquer des consensus temporaires et ensuite mettre ces consensus à l'épreuve du travail réel. La coopération conflictuelle, c'est sans doute autour de ça que devraient s'organiser les politiques de formation. Comment mettre en place des politiques de formation qui vont chercher les salariés à cet endroit-là? À quelles conditions la coopération conflictuelle est possible? À quelles conditions de rien céder sur la qualité du travail et les conflits qui lui sont associés, tout en considérant que c'est la coopération entre salariés, direction et d'ailleurs usagers qui garantit le développement de l'efficacité et de la santé au travail. Et coopération conflictuelle. Je pense que si la formation autorise cette stratégie-là, alors c'est une formation qui peut avoir de l'avenir, mais pas simplement une formation qui s'adapte à la situation d'aujourd'hui, mais qui permet d'anticiper sur les situations de demain. Merci à vous.